nous a rejoint Bertrand Badi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, professeur émérite à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales et auteur de Par-delà la puissance et la guerre, votre dernier ouvrage aux éditions Odile Jacob. On va tout d'abord nous tourner vers le vrai ou faux avec Léa Soulevitch. Bonsoir. Bonsoir. Léa. On va revenir ensemble sur ce qui s'est passé le week-end du 8 au 10 janvier en Iran, au plus fort des manifestations. Le régime coupe Internet, coupe les communications. Et Léa, avec Louis Augry et l'équipe du Vrai ou Faux, vous avez reconstitué cette répression sanglante et particulièrement meurtrière qui a eu lieu pendant ce blackout. Attention, car certaines images peuvent choquer. Oui, absolument. On a recueilli et vérifié des vidéos amateurs et des témoignages d'Iraniens, grâce auxquels on est en mesure de revenir sur ces 2 nuits terriblement sanglantes. On commence donc le vendredi 8 janvier au soir, à 20h environ. Les protestations et les premiers affrontements éclatent partout en Iran. Vous pouvez le voir à Mashhad, à Ispahan, à Rasht, mais aussi à Téhéran, la capitale. Ce soir-là, les manifestants ils sont particulièrement nombreux. Certains répondent massivement à l'appel du fils du Shah d'Iran. Écoutez les slogans qu'ils scandent dans les rues. Voilà, Pahlavi reviendra, mais face à l'ampleur des manifestations, les autorités décident de couper Internet et c'est à ce moment-là que la situation dégénère très très violemment. Vous le voyez sur ces images, des violences éclatent dans plusieurs quartiers de Téhéran. Les forces de sécurité sont très lourdement armés, avec par exemple ici au nord-est de la ville, ce véhicule militaire qui est équipé d'une mitrailleuse. Une mitrailleuse, donc une arme de guerre, pas une arme pour contrôler les manifestations. Et dans le même quartier, on entend soudain des coups de feu, des tirs à balles réelles qui font évidemment fuir les manifestants. On peut le voir sur ces images qui, attention, sont très difficiles. Et en plus de ces vidéos absolument terribles et dramatiques, Léa, vous avez pu recueillir des témoignages. Oui, on a pu rencontrer Shirin, alors son prénom a été modifié. Elle était dans les rues de Téhéran les 8 et 9 janvier au soir. Écoutez son témoignage. Ils ont commencé à nous tirer dessus. Ils ne tiraient pas uniquement en tête et en queue de manifestation, ils étaient aussi sur les immeubles. Des snipers tiraient depuis les toits. Ces snipers qui tiraient depuis les toits, on a pu les retrouver sur cette autre vidéo authentifiée. On peut voir les forces de sécurité qui tirent en rafale depuis le toit d'un commissariat de police à l'est de la capitale. Vous pouvez voir les tirs sur la droite. On a pu visionner évidemment beaucoup d'autres vidéos, souvent insoutenables, qui montraient des manifestants blessés par balles, blessés ou tués. Une journaliste en exil, Aïda Gajar, elle a recueilli le témoignage, elle, de médecins sur place. Ils expliquent avoir vu des manifestants qui ont reçu des balles dans la tête avec des calibres utilisés en temps normal, en temps de guerre. Et pour eux, c'est le signe qu'il y a eu des exécutions de manifestants interpellés, pas seulement des tirs de loin dans la foule. Concernant le bilan maintenant de ces 2 jours, aujourd'hui, les autorités iraniennes, elles donnent un bilan de 3000 morts, mais des ONG évoquent des chiffres jusqu'à 10 fois plus élevés, jusqu'à 30 000 victimes. Pour l'heure, ces données, elles sont encore invérifiables, mais l'analyse en tout cas de ces images et de ces témoignages ne laisse aucun doute sur la brutalité et l'atrocité de cette répression. Merci beaucoup Léa pour tous ces témoignages. Le vrai ou faux, sur notre antenne, on vous retrouve ? On nous retrouve le samedi à midi et tous les soirs ici à 19h30. Merci beaucoup. Notre invité donc ce soir pour notre grand entretien, Bertrand Badi, je le disais, professeur émérite à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales, et votre dernier ouvrage, donc Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale. On va en parler aux éditions Odile Jacob. On entendait ces témoignages terribles de la répression menée par le régime des mollahs en Iran. Donald Trump, lui, annonce, menace d'une frappe en Iran avec son armada qui est présent dans le Golfe et qui s'apprête à frapper à tout moment. Est-ce que, dans ce cas très particulier, une intervention américaine pourrait être souhaitable, selon vous ? Alors, vous savez, ce genre de gesticulation, comme on dit, avant que quoi que ce soit ne se passe, peut avoir 2 interprétations.
Et d'ailleurs, elles interagissent. La première, c'est de faire pression pour que des négociations dont on sait qu'elles ont commencé puissent aboutir et de la manière la plus favorable, favorable bien entendu pour la partie états-unienne, ou alors effectivement il s'agit d'une stratégie pensée à long terme et qui était censée porter le coup de grâce à un régime qui est évidemment agonisant. On ne peut pas dire, on n'est pas dans la tête de Trump et lui-même n'est pas dans sa tête, c'est-à-dire qu'il change d'avis très, très facilement. Maintenant, il y a un problème plus général, et moi qui me préoccupe beaucoup, c'est regardons l'histoire contemporaine. Je ne connais pas d'exemple de changement de régime qui ait été réalisé de l'extérieur et par l'usage de la force, sauf Louis XVIII quand il a été remis sur le trône de France en 1814. Bon, donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le vrai danger, c'est que deux scénarios noirs viennent à se produire, une attaque états-unienne, de cette attaque états-unienne, une réponse extrêmement violente à la proportion de celle qu'on a vue à propos de manifestations, mais là, on passerait un degré au-dessus, et que tout ceci aboutisse à un chaos. Alors, premier modèle possible, c'est un régime ultra-coercitif. Ils en ont les moyens. Je veux dire, la capacité répressive de ce régime est extrêmement élevée. On l'a vu effectivement avec les manifestations. Le deuxième scénario, c'est le scénario du chaos, c'est-à-dire un scénario à la libyenne, je dirais même à l'irakienne et à la syrienne aussi. C'est-à-dire, lorsque la puissance intervient, c'est un peu la thématique de mon livre, la puissance est très destructrice, elle peut aller très loin dans la destruction, dans l'anéantissement, mais pas dans la construction. Mais il y a maintenant bien longtemps que la puissance ne construit plus. Ça, c'est le grand tournant que personne ne veut voir dans les relations internationales. C'est celui que vous voyez, vous. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait mieux carrément dire que c'est bien triste ce qui leur arrive, que c'est bien triste qu'il y ait des morts, c'est bien triste qu'il y ait des femmes qui soient martyrisées, mais que on préfère le calme, si j'ose dire, ou leur chaos spécifique. Pas du tout. Pour garder notre tranquillité et ne pas risquer de boucher sur pire. Pas du tout, pas du tout. Parce que quand je parle de mystérieuse énergie sociale, j'emploie l'adjectif mystérieux dans la mesure où on ne sait pas très bien et on ne maîtrise pas les mécanismes par lesquels un mouvement social vient à s'épanouir. On l'a vu avec le printemps arabe. Mais, et c'est là... On a vu aussi comment ça... Oui. Mais... C'était peut-être une mystérieuse énergie sociale, mais qui n'a pas forcément bien fini. Alors, c'est plus compliqué. Si vous voulez, je vais jusqu'au bout de ma première idée, je réponds à votre deuxième question. Ce qui est important maintenant, c'est que les relations internationales sont médiatisées par l'énergie sociale, par la mobilisation, parce qu'on a affaire à une époque qui est une époque de visibilité, de communication, de conscientisation, et tout ce qui n'était pas possible autrefois l'est maintenant. Et donc, de toute manière, ce qui s'est passé en Iran entre le 28 décembre et le 10 janvier, c'est quelque chose qui ne s'effacera pas. C'est la preuve que ce régime est en situation d'agonie et que s'il veut survivre, et c'est là toute la subtilité du calcul, s'il veut survivre, il doit négocier. Et donc, ce qui se joue actuellement, c'est de tenter de convertir cette énergie sociale qui s'est mobilisée en Iran en instrument de pression sur un régime qui accepte ainsi de participer à une négociation qui pourrait ouvrir différentes portes. C'est-à-dire ça que les puissances hautes comme les États-Unis, la France, l'Europe, je ne sais quoi, interviennent. C'est-à-dire qu'il faut prier le ciel, même si on n'y croit pas, qu'il y ait une possible capacité d'organisation et de résilience de la société iranienne et pour que quelque chose se passe. Justement, je voudrais juste vous faire écouter à propos de la société iranienne. Ce matin, il y avait sur l'antenne de France Inter, Mariam Pirzadeh, qui est journaliste franco-iranienne, également rédactrice en chef à France 24 et spécialisée dans les affaires iraniennes. Et écoutez ce qu'elle dit justement à propos de l'éventualité d'une frappe américaine et de ce que les habitants en Iran pourraient souhaiter. Même le régime est en train de dire « mais nous, on ne va pas négocier ». Et là, c'est des déclarations martiales, belliqueuses. Visiblement, il donne des deadlines. Mais en fait, c'est incompréhensible ce qu'il est en train de faire. Et vraiment, les Iraniens là-bas attendent une attaque armée, enfin une attaque de Donald Trump des États-Unis. Et avec des témoignages, pour compléter, qui disent là-bas le pire
serait que le silence retombe. Qu'est-ce que ces témoignages vous évoquent ? Oui, mais je crois justement, on a du mal à intégrer les mouvements sociaux dans la connaissance des relations internationales, parce qu'on nous a toujours expliqué que les relations internationales, c'est le domaine du diplomate et du soldat. Il faut voir qu'un mouvement social, c'est pas une armée. Qu'un mouvement social, ça ne se contrôle pas. Mais qu'un mouvement social, ça ne s'éteint pas non plus. Mais ça peut avoir besoin d'armes pour se faire entendre. Ou d'aide. Non, mais je voudrais répondre à la question qui m'a été posée et qui est essentielle. Oui. C'est que cette situation nouvelle créée par cette incroyable mobilisation sociale nécessairement conduira ce régime à négocier pour assurer sa survie. Parce que sinon, il s'enfonce de lui-même dans une situation de chaos. C'est du moins l'espoir qu'on peut avoir. C'est le scénario optimiste et c'est un scénario qui est réaliste parce que vous savez, le propre d'un détenteur de pouvoir politique, c'est quoi ? C'est de gérer de manière à survivre. On le voit dans un tout autre contexte, même dans les démocraties occidentales. La stratégie de survie, elle est en ce moment entre deux éléments d'alternative. Soit on réprime à tout casser, si je puis m'exprimer ainsi, et on voit l'horreur déjà dont on a eu un avant-goût, mais qui viendrait... Absolument sidérant, mais qui pourrait être encore pire, n'est-ce pas ? Ou alors, effectivement, trouver un point d'équilibre. Pourquoi un point d'équilibre est réaliste ? Pour une raison très simple, c'est que les émeutes qui ont commencé en Iran le 28 décembre, ce sont des émeutes de la faim. C'est-à-dire des gens qui avaient le sentiment, et pas seulement chez les plus pauvres, dans les classes moyennes, qu'ils n'avaient pas de quoi survivre. Le prix d'un œuf aujourd'hui, c'est l'équivalent du prix d'une voiture au début de ce siècle. Et donc tous ces gens-là ne peuvent être satisfaits que par une levée des sanctions. La levée des sanctions, ça peut se négocier contre, effectivement, un accord sur le nucléaire et probablement beaucoup d'autres éléments. C'est ça la négociation en cours. Et ce que vous dites également dans votre livre, c'est que vous parlez de puissance orpheline. J'ai trouvé que ce terme était très intéressant, car vous considérez que la puissance peut être terriblement sanglante. Pour vous traduire, il pourrait y avoir des frappes américaines, mais que selon vous, c'est incroyablement stérile. Ça ne peut déboucher sur rien. C'est votre conviction. Mais oui, parce que on avait appris que la puissance régulait le monde, réglait la circulation des relations internationales. Ça a été vrai jusqu'en 1945. Le mythe s'est installé sous l'effet également de la guerre froide. Et depuis, on a vu que ça ne marchait pas, que partout où on utilisait la puissance, on arrivait aux résultats contradictoires. Mais c'est Nathalie Saint-Cric. Alors, sur l'Iran, on nous dit, les gens qui connaissent, qui sont allés, qui sont iraniens, nous disent qu'il n'y a pas l'émergence du quart, du dixième, d'une intelligentsia, d'une élite ou de politique qui serait susceptible de prendre le relais, et que, bien que ce soit un pays à haut niveau culturel, à haut niveau d'études, qui a une tradition millénaire, il n'y a pas l'espoir en ce moment de quelque chose qui pourrait prendre le relais. Donc cela, tout en disant qu'il nous appelle à l'aide. C'est pas tout à fait exact. Je vous pose vous pensez à qui alors je pense Reza Pahlavi, qui est non, mais écoutez, les prisons à Téhéran et en Iran sont pleines d'opposants qui ont une expérience du pouvoir. Rappelez-vous, suite à la révolution verte, à la mobilisation, à la vague verte, comme on disait en 2009, Mir Hossein Moussaoui a été mis en prison. Et il est depuis en prison. Et vous avez quantité d'autres personnalités politiques qui sont des personnalités d'opposition installées, qui sont susceptibles de prendre la relève. Reza Pahlavi, lui, il est aux États-Unis, à des milliers de kilomètres de la société iranienne, et il représente aussi un régime qui a connu ces temps de souffrance. Et est-ce que vous étendez votre raisonnement ? Alors là, je reviens à ce que vous disiez avant, en disant qu'en gros, la puissance ne débouche que sur le chaos, ou en général, c'est-à-dire l'intervention forte. Est-ce que vous étendez votre raisonnement à l'Ukraine ? C'est-à-dire qu'en gros, ils ont été envahis, les Russes sont rentrés. Oui, mais enfin... Non, attendez. Non, mais attendez, je caricature. Oui. Pour volontairement faciliter la discussion. C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que ce non-usage de la violence doit être étendu sur un certain nombre de champs de guerre ou d'affrontement ? Mais bien entendu. Rappelez-vous, le 23 février 2022, la veille du déclenchement de la guerre, rappelez-vous le jour du déclenchement de la guerre, tout le monde disait en 3 jours, l'armée russe sera
à Kiev. Et même les services de renseignement américains conseillaient à Zelensky d'aller se réfugier en Pologne ou à Lvov, dans la partie occidentale de l'Ukraine. Au bout de 4 ans de guerre, la 3e armée du monde n'a pu contrôler que 18% du territoire ukrainien. Pourquoi ? Bien sûr, parce qu'il y a eu un soutien occidental à l'armée ukrainienne, bien sûr parce que cette armée était une armée de qualité, mais surtout parce qu'il y a eu une résilience sociale, une résistance du peuple ukrainien qui a dit non. Et dans ce qui pourrait apparaître comme des négociations ou des pré-négociations actuellement, Zelensky pourrait faiblir, flancher, accepter une transaction. Il en est retenu par la société ukrainienne qui ne veut pas en entendre parler. Et ça, il faut le prendre en considération. Ça veut dire que vous ne condamnez pas pour autant l'usage de la force ou le fait d'aider les Ukrainiens face à la Russie. Mais moi, je n'ai pas à condamner, je suis un analyste. Et vous n'analysez pas ça comme une erreur stratégique. À partir du moment où une puissance s'exprime, c'est normal qu'elle soit contrebalancée par une autre puissance. On est dans la banalité du jeu. Simplement, on constate que l'une ou l'autre de ces puissances n'est pas en mesure de l'emporter de manière définitive. Pourquoi ? Parce que le jeu clausewitzien, c'est-à-dire ce jeu classique, stratégique classique... De puissance de guerre. Voilà, et qui considérait qu'une guerre aboutissait à une bataille décisive où le plus fort et le plus rusé gagnait, ça c'est fini. On n'en trouve pas trace depuis 1945. Autrefois ça marchait, aujourd'hui ça ne marche plus. Donc effectivement, il faut d'une part avoir une nouvelle lecture de la puissance, et c'est intéressant parce que Trump a une nouvelle lecture de la puissance, mais qui est une lecture encore plus sévère, qui le projette dans ses contradictions actuelles, ou alors il faut aussi considérer, non pas que les sociétés vont tout régler, j'ai jamais dit ça, surtout pas, mais que il y a maintenant un paramètre social qui s'installe au cœur même des relations internationales et qu'on ne peut pas négliger. Regardons-le, faisons-lui au moins cette grâce de le considérer. Alors justement, Donald Trump et la possible révolte de la société américaine. Car ce qui est intéressant dans votre livre, c'est le titre, donc par-delà la puissance et la guerre, mais le sous-titre, mystérieuse énergie sociale. Est-ce que la version concrète de votre analyse, de votre grille d'analyse, c'est ce qui se passe en ce moment à Minneapolis, aux États-Unis, face à un pouvoir fort, autoritaire, peut-être que c'est le mot que vous employez pour le pouvoir de Donald Trump, il y a un peuple, une partie du peuple américain qui se soulève. Mais tout à fait. Et c'est ça qu'il faut suivre, parce que pourquoi Trump, qui n'est pas du genre à reculer au premier signal, recule sur le Groenland et recule sur Minneapolis, c'est parce que sur ces deux dossiers, il y a une pression de l'opinion publique états-unienne qui dit non, ça suffit, surtout pas ça. Vous savez, le pacte trumpien, il repose sur une contradiction. D'une part, Make America Great Again, c'est-à-dire montrer ses muscles et montrer sa force, mais d'autre part, no boots on the ground, pas de soldats sur le terrain, pas d'intervention. C'est très difficile de concilier la démonstration de force et le retrait. Là, pour la première fois, clairement depuis qu'il a été élu, une ligne rouge s'est installée. Sur Gaza, déjà, il y avait une ligne rouge en disant mais il faut arrêter, parce que là, on n'est plus d'accord. Vous savez, la part d'électeurs républicains qui condamnait l'action israélienne à Gaza ne cessait de monter jusqu'à même être plus importante que ceux qui soutenaient la politique de Netanyahou. Donc tout ça, ça a joué, ça marche. Alors, en effet, à Minneapolis, les manifestants ont obtenu le départ de la ville de Gregory Bovino. Je voulais vous faire écouter aussi un extrait de Bruce Springsteen qui a fait une chanson en soutien aux Américains, Street of Minneapolis. Un peu de Bruce Springsteen en ce jeudi soir. Est-ce que dans votre grille d'analyse, ça veut dire que cette mystérieuse énergie sociale, cette révolte-là d'une partie du peuple américain, c'est ce qui peut l'emporter au final et que finalement, dans votre lecture, Donald Trump n'est qu'une poussée de fièvre? Alors, Donald Trump, c'est l'expression d'une pathologie profonde de la société américaine qui a été déçue, frustré par l'évolution de la mondialisation qui profitait davantage aux émergents qu'aux États-Unis eux-mêmes. Bon, et donc, lui-même est l'expression de cette pathologie. Le problème, c'est que
le remède qu'il propose a déjà touché ses limites. Et c'est la raison pour laquelle, justement, ce que je disais tout à l'heure, concilier l'inconciliable, c'est-à-dire en même temps avoir une politique de puissance et d'autre part, ne pas trop être entraîné dans des opérations extérieures. Ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et surtout, derrière tout ça, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un imaginaire social qu'on oublie de regarder. Regardez comment la Gen Z a poussé un peu partout, au Sri Lanka, au Népal, au Bangladesh, la jeune génération qui se mobilise pour au des Maroc. causes. Et ce qui est extraordinaire, on me dit elle n'a pas gagné. Évidemment, elle n'a pas gagné. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Vous-même, dans le livre, vous le reconnaissez. Par exemple, au Maroc, il y a eu cette mobilisation. Mais je ne vais pas reconnaître parce que c'est l'évidence, tout simplement. Mais en même temps, il y a un imaginaire social qui s'est exprimé, c'est-à-dire des attentes d'une génération nouvelle qui n'est pas la nôtre, qui n'a pas été formée à la guerre froide ou comme la génération suivante aux illusions liées à la chute du mur et qui projette cet imaginaire avec lequel, si on veut gouverner, il faudra apprendre à travailler. Et c'est ça, finalement, la force même du mouvement social. C'est de projeter un imaginaire que les princes, formés à une autre époque, ne connaissent pas. Alors, est-ce que ça veut dire pour des gens de ma génération que tout ce qui a été droit d'ingérence ou devoir d'ingérence était une chimère absolue, quelque chose qui ne tient pas debout? Pour ceux qui sont plus jeunes, c'était l'idée qu'on avait non pas une mission, mais qu'on ne pouvait pas laisser les gens se faire massacrer quelque part sans essayer d'intervenir. Au nom de quoi? Je ne sais pas, au nom peut-être de nos valeurs, mais en tout cas, c'est quelque chose qui était relativement en vogue. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que ça, c'est une notion qui est totalement dépassée? Elle a été très vite dépassée parce qu'à chaque fois qu'on a mis en œuvre cette fameuse R2P, Responsibility to Protect, on a abouti à des déconfitures. L'Irak qui devait promouvoir un régime change, on a vu ce que ça a donné. Et puis surtout la Libye qui a explicitement fait référence à ce principe de obligation responsabilité de protéger, eh bien, ça aboutit au chaos que nous connaissons. Oui, mais regardez Bertrand Badi, en Afghanistan, ça a été un échec terrible, on le connaît, mais quand même, pendant certaines années, les femmes ont pu retourner à l'école, ont pu aussi travailler en tant que médecins. Donc, cette ingérence, elle n'est pas forcément que négative pour les habitants de ces pays. Encore une fois, mon travail n'est pas de faire un jugement moral, non, bien sûr, mais de voir comment les choses se produisent. Et je vous retourne la question, est-ce que vous croyez que les 2000 milliards de dollars qui ont été dépensés dans la guerre d'Afghanistan ont permis de promouvoir la condition féminine en Afghanistan? C'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que cette intervention a été un sursaut, a été l'occasion d'un sursaut nationaliste épouvantable, puisque par rétraction sur soi-même face à l'envahisseur étranger, eh bien, on est revenu aux temps les plus décadents et les plus négatifs, notamment pour la condition féminine. Si je comprends bien, donc on s'appuie, ou on espère s'appuyer sur un mouvement en profondeur sur les populations qui, au bout d'un moment, peuvent permettre de s'auto-libérer, si j'ose dire, de ce qu'il peut y avoir. Et est-ce que ça veut dire que que pour nous, enfin je dis nous les Occidentaux, ça n'a pas grand sens, des solutions comme le blocus par exemple, ou des solutions comme un embargo sur un certain nombre de choses, est-ce que vous considérez que ça fait souffrir le peuple justement, puisque le cas s'est posé avec l'Iran, ou est-ce que ça peut être une aide à la déstabilisation des régimes? Écoutez, ça fait 4 siècles, je renvoie au philosophe juriste Grotius, 1625, que l'on a pu établir que les sanctions font mal au peuple et non au prince. Et que donc, d'une part, elles risquent de créer des sursauts nationalistes qui se retournent contre celui qui peut-être, avec de bonnes intentions, est intervenu, mais qu'elles créent une souffrance sociale qui se révèle pire que le mal. Tout à l'heure, vous disiez que la population, notamment les bazaris qui sont en Iran, à cause de l'inflation et à cause des difficultés économiques, risquaient de ne pas éteindre leur colère si ça continuait. Donc, on peut se dire dans ce cas-là que si on rend les choses un peu plus dures, ça peut toucher également le régime. Mais bien entendu. Mais attendez, ce qui peut toucher le régime, c'est cette mobilisation d'une population qui de plus en plus dit j'ai rien à perdre, moi de toute façon je vais crever de faim si ça continue comme ça, donc effectivement je me mobilise. C'est ça qui est en train de se produire. Maintenant, jouer des sanctions extérieures, jouer du rôle de policiers, de gendarmes du monde,
ça crée de la violence supplémentaire, ça crée des rétractions nationalistes et ça produit finalement du désordre. Vous savez, l'Iran est un pays qui compte à peu près 50% de persans et 50% de minorités. Donc s'il y a une intervention, que le pouvoir tombe, il va y avoir un réflexe naturel de ce que l'on appelle dans notre jargon de relocalisation. C'est-à-dire chacun va se retrouver, les Kurdes entre Kurdes, les Baloutches entre Baloutches, les Turkmènes entre Turkmènes, etc. Et ceci crée une situation d'anarchie conflictuelle dont a quelques avant-goûts en Somalie, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, plus personne n'en parle, ce que c'est devenu. C'est vrai que c'est un conflit dont on ne parle plus. Ben voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Bertrand Badi, d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Par-delà la puissance et la guerre, aux éditions Odile Jacob. Merci, Nathalie Saint-Cric, d'avoir été avec nous. Pour le moment, c'est l'heure du JT Monde.